Bienvenue sur le podcast Les Audacieuses. C'est un podcast qui met en lumière des femmes qui entreprennent, transforment leurs idées en réalité et osent. Ici, on parlera de chemins parcourus, de doutes, de défis, de déclics, de motivation, de résilience. On parlera surtout d'humain. On explorera des parcours de femmes entrepreneurs vivant en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, des pays dans lesquels je voyage, mais aussi au Maroc ainsi qu'en France. Découvrez ces portraits de femmes qui innovent et qui tracent de nouvelles voies pour leur pays. Je suis Sophia El Hajjaj, consultante en entrepreneuriat et en innovation. Et je suis ravie de vous retrouver pour ce premier podcast, Les Audacieuses. Merci beaucoup Teresa d'être avec moi aujourd'hui pour le podcast Les Audacieuses. Merci d'avoir répondu affirmatif à mon invitation. Sophia, c'était difficile de te refuser. C'est un plaisir pour moi d'être là. Et j'ai un rayon de soleil. Le rayon de soleil t'illumine à chaque fois que je te vois et ça me renvoie des ondes super positives. C'est adorable. Donc voilà, je suis contente d'être là. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, juste est-ce que tu peux te présenter brièvement? Qui es-tu, Teresa? Alors, Teresa, qui suis-je? Donc très simplement déjà, mon prénom, Tereza, c'est un prénom qui vient de mon arrière-grand-mère, polonaise, mais avec la famille qui a immigré en Ukraine. Ça vient du côté de ma maman, parce que je suis ukrainienne du côté de ma maman. Je suis née à Kiev et je suis congolaise du Kasaï occidental de par mon père. Je suis ivoirienne d'adoption de par mon époux, mon feu époux. Et donc, j'étais même plus ivoirienne et je suis même plus ivoirienne que mon feu époux parce que j'ai eu l'occasion, moi, de vivre en Côte d'Ivoire, de passer mon adolescence en Côte d'Ivoire. Mon feu époux que j'avais rencontré, qui était né ici, né en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ne connaissait pas et je l'ai ramené en Côte d'Ivoire. Donc, il y a à peu près 27 ans, pardon. Incroyable. J'ai vraiment hâte d'en savoir beaucoup plus. Mais je vais d'abord commencer par ton business. Donc, je sais que tu es chef d'entreprise. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler du secteur dans lequel tu évolues, qui est plutôt un secteur en général masculin, un secteur industriel, à moins que ça soit un préjugé. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu peux nous parler de ton entreprise et de ton affaire? Bon, alors mon affaire, j'étais cofondateur avec mon feu époux. Mais c'est lui qui est à l'origine du business. C'est-à-dire que moi, je viens plutôt de tout ce qui est nouvelles technologies, multimédia. Mon expérience, j'ai été à la direction multimédia de la Fnac en France pendant 6 ans, avant de rentrer en Côte d'Ivoire, où j'ai eu diverses expériences dans la grande distribution, où j'étais directrice d'exploitation. J'ai été directrice expérience client. J'ai été directrice Aviso, qui était Côte d'Ivoire Télécom avant. Donc, j'ai quand même une grande part, je dirais, d'expérience dans tout ce qui est téléphonie mobile, nouvelles technologies et multimédia. Donc, orienté innovation. Voilà, innovation. Déjà. Et puis bon, par rapport au parcours, après, on va parler effectivement du secteur d'activité. Mais dans tous les cas, je pense, c'est comment on se positionne peu importe le milieu dans lequel on se trouve. On sait très bien que quand on arrive à des positions de direction, on n'est pas, je dirais, nombreuses en tant que femme. Donc, pour moi, j'ai pas émis de frein. Il y a effectivement un plafond de verre toujours qui est présent, qui est latent. Mais en fait, de par mon caractère, je n'ai jamais vu ce plafond de verre. Ça ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avancer avec les personnes avec lesquelles je travaillais. Et donc, notamment, quand j'étais dans des comités de direction, et mon dernier comité de direction avant de reprendre la main sur l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, que je dirige. Donc, j'étais dans un comité de direction de 12 personnes. J'étais la seule femme. Et ça pendant 7 ans. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Dans la téléphonie mobile. D'accord. Donc j'ai été, je vais pas citer le nom mais j'ai été dans une des structures de téléphonie mobile très connues et puis j'étais chez un challenger. Voilà. On se doute parce qu'il y en a pas énormément. Voilà, exactement. Et du coup, c'est vrai que ensuite, je vais aller très vite parce que sinon mon histoire, je crois que j'ai eu plusieurs vies dans ma vie.
J'ai eu plusieurs vies dans ma vie. Donc, moi, mon expérience de femme, comme je disais, je ne me suis pas concentrée que sur la partie féminine, je dirais. Pour moi, mes collaborateurs, hommes ou femmes, ou mes collègues, pour moi, c'était toujours au même niveau. J'ai jamais fait de différence. C'est l'humain qui m'importe. Et donc, du coup, quand j'ai eu le décès de mon époux, ça a été très difficile parce que effectivement, j'ai dû décider d'arrêter ma carrière. J'avais une carrière qui était très belle, mais j'ai préféré opter pour le côté famille et surtout par rapport aux engagements sur l'entreprise que mon feu époux avait monté et que moi je l'aidais parce que je gérais toute la partie administrative et financière, le recrutement, etc. Je l'aidais à avancer là-dessus parce que quand il a monté l'entreprise, c'était from scratch, de rien du tout. Comme on sait, c'est sur fonds propres. Donc, lui, il montait. Moi, je sécurisais au niveau de mon emploi parce que j'avais donc des postes à responsabilité. Et ensuite, donc, qu'il a commencé de 1 à 2 à 3, etc. Quand il est décédé, donc, c'était une structure qui avait 19 personnes. D'accord. Et j'ai dû décider très vite si je reprenais en main cette entreprise, je continuais, ou si je continuais dans la multinationale qu'on connaît de téléphonie mobile qui est très présente en Côte d'Ivoire. On m'a dit, Teresa, tu as tant de temps, tu dois te décider, soit tu démissionnes, soit voilà. Donc j'ai démissionné et j'ai repris l'entreprise. Dans le même temps, malgré ma situation, malgré, comment dirais-je, c'était vraiment très délicat parce que je devais gérer mes enfants, je devais gérer, voir comment reprendre l'entreprise. Et donc, j'ai tout de suite pris contact avec notre partenaire. On avait un partenaire privilégié à l'époque en France. Et donc, j'ai été le voir. J'ai dit, bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je décide de reprendre l'entreprise, mais les connaissances techniques, c'était surtout mon feu époux. Moi, j'ai la partie managériale, organisationnelle, etc. Tout ça, je sais faire. Et donc, j'ai besoin de vous. Si vous êtes d'accord, on va continuer. Et à ce moment-là, vous me mettez quelqu'un à disposition sur la partie technique en termes de conseils et d'accompagnement. La technique, c'est les ascenseurs ou c'était autre chose à l'époque? De toute façon, c'est tout ce qui est matériel. Alors, donc, Sodimas Côte d'Ivoire, si tu peux ascenseur, représenter. C'est une entreprise qui importe, qui installe et qui gère la maintenance d'ascenseurs en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, quand nous sommes arrivés, on va dire qu'on était à peu près 4. Enfin, ils étaient déjà 3, plus nous arrivant, on était 4 sur le marché. Ça, je parle de ça il y a à peu près 27 ans. Aujourd'hui, il y a une trentaine de compétiteurs sur le marché. Donc, quand j'ai repris donc cette structure, c'est une entreprise qui importe pas seulement mais tout ce qui est matériel de levage. Ça peut être des ascenseurs, des monte-charges. Et pour différents types de clients, il y a différents segments. On travaille avec des entreprises, on travaille aussi avec l'État, on travaille avec des privés, tout ce qui est un peu domestique, on s'adapte. Et puis, sur des produits divers, mais tout ce qui concerne, comme je dis, le matériel de levage. Donc, une belle PME, quand tu la reprends, elle a combien d'années d'activité? Quand je la reprends, elle a quand même une quinzaine d'années d'activité. D'accord. À peu près 15 ans. Donc, une société assise avec des clients. Oui, qui était à ce moment-là, justement, en train de grandir, mais et qui n'était pas encore bien positionnée. Parce que quand je la reprends, donc c'est une SARL, donc je la transforme, je la passe en SA. Donc, je la pérennise. Je mets en place tout un système parce que c'était plutôt, on n'avait pas le même background avec mon feu époux. Donc, moi, je suis plutôt quelqu'un qui a travaillé dans des multinationales organisations. Et ce que je veux dire, pourquoi j'ai pas eu non plus peur? Parce que j'ai participé à beaucoup de lancements. Comme tu sais, les lancements, c'est de A à Z. Donc, il y a tout à faire. On va partir, on reprend le business, ça va être tout ce qui est process, procédure, organisation, recrutement, marketing, communication, tout. Donc, tout ça, c'est, je dirais, c'est comme une mini-entreprise. Donc, voilà, non-stop. Bon,
c'est sûr que c'est pas facile. C'était pas une décision facile, mais je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que je la relève pas pour mes enfants. Et notamment, ils étaient assez petits et je me suis dit, est-ce qu'ils n'auront pas envie, est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui aurait envie de reprendre l'entreprise, de reprendre le flambeau. Donc voilà, j'attendais ça aussi parce que je sortais de ma zone de confort, ma zone d'activité. Je rentre dans une zone que je connais, mais que je ne maîtrise pas totalement. Donc voilà, mais pour ça, comme je dis, le management est très important, mais je veux dire, peu importe le produit, mais il faut surtout se faire accompagner, avoir des bons conseillers autour de soi. Oui, tu as parlé de cette personne que tu as été voir, le partenaire. Tu t'es appuyé sur... Une grande entreprise française. Hein, c'est le premier fabricant d'ascenseurs en France. Incroyable. Et qui, parce que sinon, il n'en existe plus maintenant. Hein, c'est vraiment que des représentants. Donc, eux, à l'origine, ils ne sont que fabricants. Donc, ils fabriquent et ils mettent à disposition de leurs distributeurs. Donc, nous, on était distributeurs et c'est dans ce sens-là qu'on travaille avec eux, mais ils nous ont fait confiance dans le sens où quand on a monté notre structure, par exemple, on n'a pas eu besoin de mettre en place un budget conséquent pour tout ce qui est marketing et communication. Oui, d'accord. Parce qu'on s'est appuyé sur, justement, puisqu'on a gardé le même nom, ils nous ont autorisé à utiliser le même nom que leur structure, sauf que ça a été baptisé Côte d'Ivoire, donc ce qui différenciait les deux structures, tout en étant représentant. Donc il n'avait rien à voir dans le capital. C'est vraiment un capital privé de notre côté ivoirien. D'accord. Donc voilà un petit peu, je sais pas. J'aimerais bien moi revenir sur plusieurs éléments. Hein. Merci beaucoup pour ce partage, vraiment cette transparence, parce que c'est vraiment fantastique et c'est pas toujours évident aussi de parler des défis, mais on en a beaucoup plus finalement peut-être que de succès. Donc moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est sur quel ressort tu t'es appuyé aussi. Toi, Teresa, quand tu as pris cette décision, tu avais deux chemins qui s'offraient à toi. Donc, hormis ce conseil extérieur, toi, Teresa, sur quoi tu t'es appuyée? Je suis curieuse, de savoir si c'est quelque chose que tu as, après coup, peut-être réétudié et que ou bien ça s'est fait dans le flow. Enfin, à toi de me dire. Et il y a quelque chose aussi, je voulais revenir sur aussi les influences culturelles, ce mélange dont tu as parlé. Qu'est-ce qui fait que tu te projettes aussi en Côte d'Ivoire au décès malheureusement de ton mari, que tu décides de reprendre cette société, malgré aussi les situations qui n'ont pas été simples, hein, on le sait, il y a 15 ans, c'était quand même une autre société ivoirienne. Sur quel ressort tu t'appuies pour prendre ta décision? Alors, ça, c'est une vraie question. Alors, je pense, c'est vrai que je veux dire que dans toute décision, il faut mettre vraiment à plat les possibilités, sécuriser en fait les possibilités d'avancement ou de sortie. Donc, mais comme on dit, qui ne tente rien à rien. Mais ça, c'est dans le caractère. Moi, je suis quelqu'un qui ose, je veux dire, qui à la fois qui est passionné. Et quand je me lance vraiment à fond. Mais tout ça avec tous les contours qui vont avec, c'est-à-dire que je sécurise. C'est parfois, c'est vrai que c'est important d'être réactif, mais aussi il faut vraiment se préparer et essayer d'avoir une vision pour pouvoir avancer plus sereinement, je dirais. Alors, quand ça arrive, ça va très vite dans ma tête, hein, ça va très vite. Je me dis, on s'est tellement battu pour mettre en place cette structure. Il y a des engagements. Moi, je suis quelqu'un, c'est très important pour moi de répondre aux engagements. Mon mari part, je ne souhaite pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse être dit après son départ. Et donc, je dis, OK, comme on avait une grande communication, et ça, je tiens absolument à rappeler à tous les couples qui travaillent ou qui ont un a une structure et l'autre peut-être pas, ou l'autre, mais tous les deux, ce qui est très, très important, c'est cette grande communication et confiance. Donc, j'étais vraiment très au fait de l'entreprise.
enfin, il me manquait des petits points. Donc, je voulais déjà voir. C'est-à-dire, avant de décider si je continue, si je vends, parce qu'on m'a proposé aussi de racheter l'entreprise. Je veux voir clair. Je veux faire un état des lieux. Je veux me lancer dans cet état des lieux. Et puis, je suis assez confortable par rapport à qui je suis, mes compétences que je peux apporter. Et je sais que je suis une battante et que peu importe, je me battrai. Soit je me rends compte que je ne peux pas conserver cette entreprise. À ce moment-là, je fais ce qu'il y a à faire et je prends un autre chemin. Je me dis que de toute façon, quelque part, je me dis que de toute façon, ça va marcher. Et la preuve, c'est que je reprends l'entreprise et tout fonctionne très bien parce que on arrive à multiplier par 2,5 le chiffre d'affaires que nous avions. Bravo. À ce moment-là, on est passé de 19 salariés à 35 aujourd'hui. On a plus de marché, mais dans le même temps, on arrive sur des périodes difficiles où certains segments comme le tourisme ou l'hôtellerie pendant le Covid ont des soucis. Et c'est de là, je veux dire, ça a été difficile au début, mais j'ai pu me raccrocher aux branches et j'ai pu trouver les solutions. Pour la deuxième partie, c'est vrai que c'est plus délicat. Aujourd'hui, je veux dire que je pense que je me bats plus même qu'il y a 11 ans. D'accord, ça parce que d'abord, oui, parce qu'il y a une compétition qui est terrible, puisque la Côte d'Ivoire a ouvert ses frontières, on a beaucoup d'investisseurs de partout. Donc du coup, on a beaucoup, on est plus fragilisé, je veux dire. Et donc du coup, il faut trouver d'autres solutions et donc on travaille là-dessus. Et ces solutions, elles passent par l'innovation, elles passent par l'accompagnement. Alors ça, c'est une très bonne question. En réalité, c'est un moment où on se dit certainement qu'on part sur d'autres perspectives, notamment en termes de financement. Donc, on est en train d'étudier pour peut-être faire grandir l'entreprise. Mais pour faire grandir l'entreprise, il faut qu'il y ait peut-être une levée de fonds. Il faut qu'on voit d'autres choses. On va passer à une autre étape. Donc ça y est, c'est préparé, acté, je veux dire. Mais la suite, avec qui on va travailler, c'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Donc je peux pas trop en parler. Mais on est obligé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas être seul. Bon, déjà, moi, j'ai été très seule. Je veux dire la vérité. Quand on est dirigeant d'une entreprise comme ça, on est assez isolé. Oui. Donc là, on va partir sur une structure encore. Mais il me fallait de toute façon ce temps-là pour pouvoir mettre en place ce que je disais quand je suis arrivée. J'ai tout mis en réseau, j'ai géré la messagerie, j'ai mis en place tout ce qui est application nécessaire pour tout ce qui est gestion des stocks. T'as automatisé, digitalisé l'entreprise. Voilà. Je suis passée, on n'a pas encore complètement terminé, mais en tout cas, c'était déjà un gros boulot. Réorganiser tout ça, et c'est avec tout ça que j'ai pu préparer un plan d'action pour ces années à venir. Non mais c'est parfait, comme ça me permettra de te réinviter. D'accord, écoute, avec plaisir, vraiment. Et ne pas oublier, parce que je reviens quand même à une de tes premières questions, je pense que en tant que femme, ce qui va être plus difficile par rapport à un homme, c'est que on a le côté de la famille. On a la famille. Tout à fait. Et moi, je me suis retrouvée toute seule avec mes enfants. Et je ne souhaitais pas que ça pénalise mes enfants. Donc, il fallait effectivement avancer, mais tout en étant très proche de mes enfants. Donc, ça demande une gymnastique et une organisation de planning qui est plus fine, je dirais, que pour les hommes. Enfin, les hommes arrivent toujours à mieux gérer quand ils sont en couple. Bon, ça, je pense que c'est ça la difficulté. Tu veux parler de la fameuse charge mentale? La charge mentale, effectivement, qui est plus importante chez nous. Mais bon, je pense qu'on est, dès le départ, on a été jeté dans le bain. Jeté dans le bain, créé peut-être pour ça, pour être souvent en duplex et pas avoir le don d'ubiquité, mais presque. Je dirais, pour gérer, c'est ce que disait ma fille souvent. Elle me dit, maman, même dans la voiture, j'ai l'impression que c'est ton bureau. C'est-à-dire que tu gères, est-ce que tu m'écoutes? Voilà, c'est toujours essayer d'être à l'écoute, mais à l'écoute de sa famille, de ses enfants, de ses amis, de son entourage.
Oui, parce et de que son je sais entreprise. que tu as une vie sociale très engagée aussi, Oui. même dans des associations, etc. Donc, c'est vraiment, tu te donnes aussi aux autres. Effectivement, c'est pas évident quand on est entrepreneur de tout gérer. Comment tu fais? Non, c'est vrai, absolument. Moi, ce qui est très important, ce que je t'ai dit au début, c'est que je mets l'humain au centre de ma vie. Pour moi, c'est très important de connaître l'autre, d'avoir la curiosité de le connaître et de voir ce qu'on peut lui apporter et de voir cet éclat, ce bonheur qui nous revient en boomerang et qui te redonne de la force pour avancer. Et je trouve ça incroyable. Et c'est vrai que j'ai des amis et j'ai des amitiés de très, très longue date, parce qu'il faut pas oublier, ce que j'ai pas dit là, j'ai vécu pendant très longtemps une partie de mon adolescence en Côte d'Ivoire, mais mon père étant diplomate, j'ai voyagé dans pas mal de pays. Mon petit frère est né au Tchad, j'ai vécu au Tchad. Ma petite sœur est née au Sénégal, j'ai vécu au Sénégal. Donc, et puis, en fait, ce qui est drôle, c'est que pas mal de gens de certains de ces pays, au Congo aussi, un peu, voilà, partout, en Belgique, j'ai même été dans une école de sœurs en Belgique. Toutes ces personnes-là, de toutes ces expériences, de ces passages, j'ai toujours conservé une ou deux personnes. Et qu'on s'est retrouvés soit au moment des études supérieures, soit dans la vie réelle. On dit vraiment que le monde est petit. Mais c'est important parce que, et souvent on me dit, ah, mais non, mais toi, tu n'as pas un seul groupe d'amis, mais tu as plusieurs groupes d'amis. Tu as plusieurs groupes d'amis. Je lui dis, mais oui, mais là, c'est plus intéressant. Parce qu'en fait, il y a une richesse et un partage. Je veux dire, la vision qu'on peut avoir dans un groupe, qui peut être un groupe peut-être que de femmes, ou peut-être avec un objectif, et l'autre avec autre chose, eh ben, c'est un partage de richesse des uns et des autres. Et moi, j'ai besoin de m'enrichir tout le temps. Je me dis qu'on apprend tout le temps. Et le partager avec les autres. L'importance du réseau. C'est vraiment, ça. Et ça, c'est quelque chose que tu cultives très naturellement, je pense. Est-ce que ce réseau-là, il a été vraiment, en tout cas dans ton histoire, un vrai soutien? Incroyable. Parce que ce que je veux dire là, mais je tiens à remercier tous mes amis. Sincèrement, j'ai pas de famille, moi, en Côte d'Ivoire. J'ai pas de famille. Ma famille, c'est mes amis. C'est mes amis. Et c'est quelques membres de la famille aussi de mon feu mari que je connais, en fait, par qui j'ai connu mon mari, peut-être parce que j'avais 10 ans. Donc, ces personnes-là, je les ai connus, les cousins de mon époux, qui m'ont apporté un soutien. Mais moi, ma propre famille, non, moi, j'ai de la famille au Congo et en Belgique. Je n'ai pas de famille réellement en Côte d'Ivoire. Ça a été un soutien incroyable. Un vrai socle. Un vrai socle. Non, franchement, je profite de ce micro pour les remercier. Je ne vais pas les citer parce que ils ont œuvré chacun à leur façon et ils sont incroyables et voilà. Est-ce que tu crois que dans le pays donc, où on vit, toutes les deux, la Côte d'Ivoire et même dans les pays de la sous-région, est-ce que tu crois que c'est ce réseau, on se serre plus les coudes et il y a un réseau qui est plus fort? Que tu vois par que rapport l'international ou l'Europe ou France, Belgique, autres. Est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose de spécifique ici? Alors, je dirais en général en Afrique. En Côte d'Ivoire, c'est particulier, c'est vraiment le pays de l'hospitalité. Après, il y a des variantes, je dirais. Si tu parles des pays qui sont tellement industrialisés comme les pays européens ou certaines villes européennes, parce que c'est pas partout. Oui, je dirais oui. On est plus solidaire parce qu'on a plus de facilité, on est plus dans le social, on arrive plus à se voir parce que bon, on va voir, parce que notamment Abidjan a beaucoup évolué. Tout à fait. Évolue. Moi, j'ai des personnes que je voyais très régulièrement qu'aujourd'hui je peux pas plus voir. C'est compliqué, on se voit moins. À cause des embouteillages. On s'appelle, Dieu merci, effectivement, on a le WhatsApp qui nous permet de continuer de communiquer. Mais c'est vrai qu'on en arrive un petit peu à ces grandes villes qui coupe le lien social. Et qui coupe certainement, je pense aussi. Après. C'est vrai qu'à Abidjan, tu me dis si je me trompe, mais on négocie aussi des contrats le dimanche quand on va chez les gens. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est Il faut important. pas oublier qu'il y a une grosse différence entre
justement l'Europe. Après, on va dire que dans les différentes couches sociales, on a accès à de l'aide. De l'aide ménagère, voilà. Et ce qu'on n'a pas forcément, c'est uniquement la classe sociale qui est, je dirais, très élevée, enfin bref, hein, qui peut bénéficier de ce genre de service. Nous, par ce biais-là, ça nous donne des opportunités et des ouvertures, déjà pour notre vie sociale, mais aussi dans le cadre de notre travail. Et puis, c'est très bien ce que tu dis là par rapport au fait qu'on peut signer. Oui. Alors, c'est vrai que c'est là où on est obligé de mettre des barrières à un moment donné. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, tu travailles. Même quand tu pars en week-end, tu travailles. Il n'y a pas un jour, je pense, où tu ne vas pas penser à ton travail. Mais c'est de manière différente. Ce n'est pas le même stress qui est généré quand on est en Europe. Quand on arrive en fin de semaine, où on est totalement épuisé, qu'on a encore à gérer son ménage, ses courses, etc. Là, on est beaucoup plus à l'aise et donc on peut plus facilement notamment recevoir nos amis, plus facilement aller sur, même tranquillement, je dirais, avec un peu plus de recul sur certains peut-être de nos sites pour le travail et tout ça. Donc ça, c'est quand même appréciable et différent. Moi, je suis très, très heureuse. Moi, j'ai toujours rêvé. C'est moi qui ai demandé à mon époux, j'ai dit, écoute, on fait notre expérience ici, mais moi, je souhaiterais sincèrement qu'on rentre en Afrique, soit de chez toi, soit de chez moi. Moi, je connais chez toi. Je te ferai même découvrir ton pays que j'aime énormément. Et voilà. Et moi, j'avais déjà ma base d'amis. J'avais quand même beaucoup de personnes ici que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est plus facile. Super. Et aussi, écoute, attends, excuse-moi, juste un truc sur lequel je voulais rebondir en parlant justement de signature de contrat. Oui. Et ce que, par rapport à une de tes questions au départ, me situer en tant que femme par rapport à un secteur industriel, technique, ben, ça peut être aussi pareil scientifique. Hein, tout à fait. Parce que j'avais participé sur un dossier avec L'Oréal et c'est pareil sur la partie scientifique où ils accompagnent beaucoup, ils essayent d'augmenter le nombre de femmes dans ce domaine qui est, je crois, moins de 10%, je sais plus, c'est 6 ou 7% dans le monde. Donc, c'est vrai que quand moi j'ai été voir mon partenaire et que je lui ai dit, ça je l'ai pas précisé tout à l'heure, je pense que je vais reprendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, la seule chose que je vais te dire, c'est que tu seras la seule femme. Tu es la seule femme. Tu es la première femme entrepreneur dans ce domaine avec qui je vais travailler. Incroyable. Donc, c'est vrai que on n'y pense pas, mais quand j'ai repris l'entreprise, c'était 100% masculin. Moi, parce que c'est très technique, il faut être sur les sites. Et ben là, j'ai quand même réussi à fidéliser 2 dames que je remercie. Et ça se passe très bien parce que je sais que mon époux, il avait essayé, mais c'est pas si simple. Parce que pour les contraintes qu'on connaît, mais maintenant avec les outillages, l'industrialisation, etc., ça devient plus facile aux femmes d'arriver sur ce type de métier. Parce que c'est ça aussi le frein, hein, parce qu'on est deux entités différentes. Des pionnières, ça c'est clair, c'est ce que j'entends. Et puis l'évolution et le progrès nous y aident. Oui, et puis il faut se dire, oui, je peux le faire, je peux le faire. Il faut pas se mettre de frein. Ça, c'est très, très intéressant. Mais merci beaucoup pour rebondir aussi au fur et à mesure. J'aimerais qu'on aborde un point, c'est la transmission familiale. Donc, il me semble que ton fils a repris en tout cas une partie de l'activité. Comment se passe cette transmission familiale ? C'était ton rêve aussi. Écoute, en tout cas, c'est pas forcément que c'était mon rêve. Parce que, très sincèrement, pour moi, le plus important, c'était de sécuriser cette entreprise, de la pérenniser, de rassurer les différents partenaires, gérer les engagements et préparer cette structure à la possibilité qu'un des enfants accepte et soit intéressé de reprendre. Il n'y avait aucune obligation et je n'ai jamais émis d'obligation. Moi, je leur ai toujours dit, je reprends cette entreprise au départ. C'est marrant parce qu'ils étaient jeunes mais très matures et ils me disaient mais maman tu
t'épanouis tellement, tu aimes tellement ce que tu fais, t'es passionné et tu vas aller plutôt dans un métier qui est un métier plus de papa, même si tu as travaillé avec lui, même si tu l'aidais. Est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de faire? Ne pense pas à nous, pense à toi. Et je leur ai dit, écoutez, laissez-moi faire, on va avancer et tout ça. Et vous me direz si vous êtes intéressés. Alors ma fille, c'est non catégorique, c'est pas son truc. Elle est pas du tout dedans. Ça l'intéresse pas. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça l'intéressait pas. Et mon fils, lui, il ne m'a rien dit. Jusqu'à les 2 dernières années, il était en alternance dans une entreprise qui lui a proposé de rester en France. Et il a dit, bon voilà, on me propose ça. Je lui dis, bah, écoute, c'est très très bien et tout. Il me dit, non, mais j'ai refusé. Je lui dis, ah bon? Il dit, non maman, parce qu'il faut que je vienne. Parce que ça m'intéresse de revenir dans l'entreprise, d'apprendre, de revenir, d'avoir cette possibilité. Si tu me dis que tu restes au moins 4 ou 5 ans avec moi. Si tu me dis, maman, tu m'accompagnes, je reviens. Ça m'intéresse beaucoup. Je suis très motivée. Et je lui dis, tu es sûre? Parce que tu reviens, en fait, dans une période qui va être très difficile, qui est très délicate. C'est ce que tu expliquais, un contexte voilà. concurrentiel. Je lui dis, est-ce que tu es sûre, vraiment? Moi, je veux vraiment, je ne veux pas du tout te mettre la pression. Il faut que ce soit toi qui sois vraiment, que tu sois maître de ta décision. Et il m'a dit, maman, j'ai tout réfléchi. C'est dans la difficulté qu'on apprend, donc je viens. Donc il est revenu. Donc je l'ai positionné directement en fait sur le terrain. Il est sur le terrain parce que pour moi, pour toute activité, il faut savoir maîtriser le terrain. Il faut aller sur le terrain. Bien sûr. Donc je lui dis, t'es jeune. Moi j'ai fait ça pour toutes mes expériences. Moi j'ai fait du terrain. J'ai eu même quand j'étais directrice d'exploitation, que j'avais mis en place un service de livraison. Je suis montée avec mes livreurs. Ils m'ont dit, mais madame, vous allez monter avec nous. J'ai dit oui. Je monte avec vous. Je fais tout le circuit. Je veux savoir exactement comment ça fonctionne. Comment ça marche. J'ai chaussé mes baskets et je suis partie avec eux. Tu sais, entre parenthèses, qu'on a un point commun parce qu'on a fait la Fnac toutes les deux. Ah, et moi, j'étais en magasin. Ah, aussi. Mais j'ai connu le magasin. Hein, oui. Parce que moi, j'ai fait la Fnac pour commencer. En fait, justement, c'est ce que je dis. On commence par le terrain. Donc, moi, j'ai fait la Fnac Montparnasse, la Fnac de Noisy, quand elle à l'ouverture. Donc, j'ai fait l'ouverture. Et ensuite, tout de suite après, donc, j'ai eu l'opportunité de rejoindre la direction multimédia. À l'époque, c'était quand c'est au moment, juste un petit peu avant que ça passe PPR. Ça devienne Pinot Printemps La Redoute. Tout à fait. Ouais. Oui. Moi, je suis arrivée à la fin de PPR, enfin, en stage d'ailleurs. Et puis après, j'ai continué. Mais du coup, c'est très important le terrain. Ouais. Oui, très. Et je me souviens que les périodes des fêtes, notamment, c'était très important d'aller voir comment ça se passe. Oui, et quand on est effectivement au niveau des directions, on est obligé, et pour d'autres, même pour l'autre opérateur téléphonie mobile, c'est la même chose, de passer dans les points de vente, tout à fait. Peu importe ton poste, pour travailler et pour voir comment ça se passe. Et pour moi, c'est tout à fait normal. Tout à fait. C'est tout à fait normal. C'est obligatoire et c'est vraiment le terrain. Le terrain, c'est l'entrepreneur. On va finir sur. Pardon, il y a tellement de questions qui me viennent en tête. Beaucoup. Alors bavarde comme on est, et je suis, et j'ai passé sur plein de choses, hein, parce que sinon. Je sais, ça, je m'en doute, mais il faudra que je te réinvite. Donc voilà, on va finir sur ton parcours académique. D'accord. Alors, ce que je trouve très intéressant, je sais que tu as suivi une formation récemment, notamment de Stanford. Stanford Seed. Hein. Exactement. Je voudrais savoir ce que ça t'a apporté et l'importance justement de la formation du dirigeant en continu. Ok. Alors moi, ce que je dois rappeler, que j'ai dit tout à l'heure, la formation, elle est pour moi indispensable. Elle est indispensable. Et puis la formation, elle est vécue pédagogiquement. Elle peut être vécue pédagogiquement de différentes manières. Tu as la forme classique. Et tu as la forme justement qui est moins classique, enfin je veux dire que tu peux, enfin quand pratique, je dis pratique, c'est un mixte en réalité, parce que avant d'arriver à Stanford Seed, j'ai eu à suivre d'autres formations, notamment je suis tout le temps en formation avec le club APM.
auquel j'appartiens, qui est un club qui a 9000 membres dans le monde. Et on a fait l'ouverture avec l'animatrice que j'étais la première. J'ai dit, c'est trop intéressant ce que tu me proposes. J'adhère et je suis donc dans ce club depuis 6 ans. D'accord. Et c'est un club qui reçoit tous les derniers jeudis du mois un expert incroyable qui vient de l'étranger, qui vient une journée et qui vient nous transmettre sur soit ça peut être du développement personnel, de la stratégie, mais c'est d'une manière différente. Ça veut dire que ça va être sur leur propre expérience. On peut avoir par exemple un général 5 étoiles de l'aviation civile qui vient justement pour échanger avec nous et voir par rapport à nos pratiques en tant que dirigeant, chef d'entreprise. Donc, c'est des chefs d'entreprise, c'est cosmopolite au niveau de notre club et c'est un club où c'est maximum 25 personnes. D'accord. Chaque fois qu'il y a 25, il faut qu'il y ait un nouveau club parce qu'on peut pas être aussi en concurrence parce qu'on reste quand même dans la confidentialité. On a des ateliers pratiques, surtout dans l'après-midi. Et donc, en fait, c'est un ajustement, je dirais toujours, de notre vie professionnelle, de comment on vit ça en tant que chef d'entreprise ou dirigeant, et rapport à un général, un grand sportif, un spécialiste du mensonge, un directeur de théâtre, metteur en scène, très grand metteur en scène qui est directeur de théâtre à Londres. Je ne veux pas citer tous les noms de tous les experts exceptionnels qu'on a pu recevoir et qu'on va recevoir encore. Et là, demain, nous sommes dans une journée de club. D'accord. Donc déjà, je suis depuis toujours, je suis toujours intéressée à participer, je dirais, à ce genre de formation. Voilà. Ouais. Et aussi, maintenant, pour Stanford Seed, pourquoi j'ai voulu repartir? Parce qu'il faut savoir se remettre aussi à jour. Parce que là, c'était un format un peu plus académique, mais adapté aux chefs d'entreprise, avec des outils. C'est-à-dire que pour chaque activité, on a des véritables outils qu'on télécharge, sur lesquels nous sommes accompagnés et qui sont réadaptés à notre activité. D'accord. À notre domaine d'activité ou notre secteur d'activité. Et c'est très intéressant parce que c'est comme pour le club APM, le club donc d'une association pour le management et la croissance de l'entreprise, ça va dans le même sens. C'est quels sont nos objectifs avec les outils qu'on met en place, comment est-ce qu'on évolue, qu'est-ce qu'on a à faire, un partage avec les pairs, d'autres expériences. Et donc il y a des grandes entreprises et puis des PME. Donc tout ça, ce melting pot-là fait que ça nous donne des idées aussi et c'est comme ça que je pense que c'est intéressant d'avancer. On n'arrête pas d'apprendre en fait. Oui, on est toujours en train d'apprendre. Donc, mais il faut savoir gérer son agenda. Ouais, c'est ça le plus difficile. Parce qu'à côté de ça, moi, j'ai jamais arrêté de pratiquer mes activités sportives. Même quand mes enfants étaient petits, j'ai toujours continué. Je suis une passionnée. Oui. J'avais mes petits. Je faisais 3 fois du tennis par semaine. Je venais rentrer du travail. Je leur donnais à manger. Je leur donnais le bain. Et après ça, je partais à 20h30 pour jouer au tennis. Mon cours. Et donc ça, c'est important. Et pour moi, sans sport, je peux pas avancer. J'ai besoin de ça. C'est mon adrénaline. Et c'est important. Ça nous porte. Ouais. D'où l'importance aussi, comme tu le disais très bien, des femmes qui ont pris ton relais sur place pour s'occuper de tes enfants quand ils dorment, pour te permettre de faire du sport, avoir une vie sociale, etc. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant parce que finalement, c'est des femmes et des hommes qui font grandir d'autres femmes et d'autres hommes. Donc, l'humain, on revient sur l'humain. Alors, c'est la conclusion. Oui. Merci infiniment. Je crois que franchement, on peut se féliciter parce qu'étant 2 bavardes, on a plutôt respecté à peu près le timing. Un dernier mot pour la fin. Qu'est-ce que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent? Croyez en vos rêves. Soyez déterminés. Restez tout de même à l'écoute. Et sachez qu'il n'y a rien qui est facile dans ce monde. Sincèrement, il y aura beaucoup de défis. Il y a énormément de défis. Dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas penser que c'est plus simple que le poste de salarié. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Et il faut s'attendre à savoir rebondir. Parce que pour pouvoir avancer, on est obligé de passer
par différentes étapes. Il y a des échecs, il faut savoir se relever. Donc, résilience, mais c'est ouvert à tous. Tant qu'on est déterminé, qu'on a une vision, qu'on sait où on veut aller et qu'on y avance étape par étape, sans vouloir sauter certaines étapes. Voilà, c'est ce que je donnerais comme conseil, parce que j'ai des jeunes qui avaient essayé, mais ils sont passés par des budgets marketing et autres lancements avant même de démarrer, de continuer sur l'activité. Donc sincèrement, donc voilà, donc step by step, please. Voilà, c'est ça. Merci infiniment, Teresa. Merci beaucoup, merci Sophia, merci. 38. Yes.